Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi, je vous propose tout d'abord de nous rendre en Nouvelle-Zélande pour nous intéresser au projet de loi visant à réinterpréter le traité de Waitangi. Nous irons ensuite en Thaïlande où le gouvernement a approuvé une mesure qui vise à accorder la nationalité à 480 000 immigrants de longue date et de membres de minorités ethniques apatrides. Pacifique ensuite où le petit État de Nauru a dévoilé un programme innovant alliant un accès à la citoyenneté nauruane et le financement de projets d'investissement permettant de lutter contre le changement climatique. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique aux îles Salomon où une expédition a récemment découvert le plus grand corail connu au monde. Une grande manifestation a été organisée aujourd'hui dans la capitale néo-zélandaise pour protester contre un projet de loi controversé qui vise à modifier l'interprétation du traité de Waitangi de 1840. Ce traité, signé entre la couronne britannique et plus de 500 chefs maoris, régit les relations entre le gouvernement néo-zélandais et les autochtones maoris, promettant à ces derniers, en échange de la cession de la souveraineté à la couronne britannique, le droit de garder leurs terres ancestrales, mais aussi de protéger leurs intérêts. Il faut savoir que ce projet de loi ne bénéficie que d'un soutien limité au sein du Parlement de Nouvelle-Zélande, mais un accord de coalition conclu en octobre dernier par le parti du Premier ministre Christopher Luxon, le Parti national de Nouvelle-Zélande, avec le petit parti libertarien ACT et New Zealand First, a poussé les députés du parti au pouvoir de voter en faveur du texte jeudi dernier en première lecture, malgré l'opposition du chef du gouvernement. Ce vote a permis au parti du Premier ministre de rendre l'appareil au parti ACT qui a soutenu son élection en octobre dernier en l'absence de majorité absolue. Le média néo-zélandais Teoa News a d'ailleurs indiqué que le projet de loi était voué à l'échec avant de rappeler que les députés du Parti national de Nouvelle-Zélande et du New Zealand First avaient déclaré qu'ils ne soutiendraient pas le texte lors du second vote qui doit avoir lieu dans 6 mois après un débat public et un passage en commission. Mais cette opportunité de débat, permise par le vote en première lecture, est tout de même un succès pour le député David Seymour, à l'origine du projet de loi, qui dénonce les différences de droits entre les Maoris et le reste des citoyens néo-zélandais et veut étendre ces droits à l'ensemble des citoyens. Les opposants au projet, et notamment le petit parti Te Pāti Maori, estiment que le projet de loi ne fait qu'apporter des divisions, alors même que la minorité autochtone maori reste encore défavorisée sur bien des plans. Lors du vote au Parlement jeudi dernier, l'opposition au texte a vivement critiqué le parti du Premier ministre pour l'incohérence de leur vote. Willie Jackson, un député maori, a été expulsé de la salle par le président du Parlement pour avoir qualifié David Seymour de menteur, tandis que la chef du Te Pāti Maori, la jeune députée de 22 ans Anna Rawiti Maipei Clark, a entonné un haka, un chant maori de défi, dans l'enceinte même du Parlement avant d'être rejointe par d'autres membres de l'opposition. Cette initiative, très largement diffusée sur les réseaux sociaux, lui a valu d'être suspendue symboliquement pendant 1 jour et la session a également été suspendue brièvement. Radio New Zealand, qui a couvert en direct la grande manifestation d'aujourd'hui à Wellington, a rapporté la présence d'au moins 42 000 personnes qui se sont rassemblées pour partir de Porirua et pour marcher jusqu'au siège du Parlement dans la capitale. Les membres de cette grande hikoi, une marche de protestation en maori, ont ensuite remis une pétition signée par près de 250 000 personnes en présence de la reine maori Gawai Hono Itepo, intronisée le 5 septembre dernier. Le gouvernement thaïlandais a approuvé fin octobre une politique visant à accorder la nationalité à 483 626 immigrés arrivés en Thaïlande avant 1999, mais aussi à des membres de minorités ethniques à qui l'État thaïlandais n'a toujours pas reconnu la nationalité, mais aussi à leurs descendants nés sur le sol thaïlandais et qui sont de facto apatrides depuis leur naissance. Le secrétaire de la commission parlementaire sur les ethnies, Surapong Kongchangtuk, a précisé que la mesure concernait notamment des anciens membres du Kuomintang qui ont fui la Chine après la victoire du Parti communiste chinois et qui se sont installés en Thaïlande.
Une initiative qui vise, selon la première ministre Paetongtarn Shinawatra, à résoudre des problèmes de résidence et de citoyenneté qui durent depuis longtemps, mais aussi à stimuler l'économie en permettant à ces personnes de travailler légalement en Thaïlande. Le porte-parole du gouvernement, Dirayu Hwangsab, a déclaré que le traitement du dossier de ces personnes pourrait prendre jusqu'à 44 ans avec la réglementation actuellement en vigueur. Le Conseil de sécurité nationale, qui est à l'origine de cette initiative, a expliqué que cette mesure répondait à la lenteur de la bureaucratie et que l'initiative était une occasion de rétablir les apatrides dans leurs droits. L'obtention de la nationalité permettra notamment à ces personnes d'ouvrir des comptes en banque, d'acheter des biens immobiliers, de travailler légalement et de cotiser pour leur retraite, mais aussi d'être couverts par l'assurance maladie et de scolariser leurs enfants selon le tarif prévu pour les Thaïlandais ou encore d'avoir accès à des bourses d'études. Le quotidien thaïlandais a rapporté qu'une partie de l'opposition se positionnait contre cette mesure, craignant qu'elle n'encourage l'immigration, mais aussi qu'elle ne pose des risques pour la sécurité nationale, tout en pesant sur le système national de santé et des aides sociales. Certains sont aussi inquiets du fait que ces nouveaux travailleurs légaux pourront désormais créer des syndicats et potentiellement nuire aux intérêts du pays. Certains critiquent aussi cette politique et estiment que ces nouveaux citoyens seront autant de futurs électeurs pour les partis de la coalition qui auront mis en œuvre ce programme. Le gouvernement a rappelé que cette nouvelle politique visait les immigrants de longue date arrivés avant 1999 et non pas les nouveaux immigrants, et visait à faciliter les demandes de naturalisation ou de résidence permanente qui ont déjà été déposées. Le gouvernement a aussi invoqué les principes de droits humains internationaux et les barrières en matière de santé, d'éducation, mais aussi d'emploi, que rencontraient les enfants rendus apatrides par la lenteur bureaucratique, affirmant que les anciennes règles empêchaient ces personnes de vivre décemment en Thaïlande. Enfin, le vice-premier ministre Phumtham Wechayachai a évoqué la possibilité de révoquer la nationalité des personnes fraîchement naturalisées en cas de mauvais comportement ou de menace à la sécurité publique ou à la sécurité nationale. Notons que la mesure entrera en vigueur dans environ 2 mois. La République de Nauru, petit État insulaire du Pacifique, a dévoilé le 13 novembre dernier, lors de la COP29 à Bakou, un nouveau programme innovant d'accès à la citoyenneté intitulé Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Programme, un programme en phase avec le thème de la conférence pour le climat de cette année, à savoir le financement climatique et l'adaptation au changement climatique. Présente aux côtés du ministre du Changement climatique et de la Résilience nationale de Nauru, Asterio Api, la directrice du bureau en charge du programme, Issa Seo, a déclaré que Nauru s'érigeait en exemple de résilience et d'innovation, pionnier d'une approche unique en matière de citoyenneté alliant croissance économique et gestion de l'environnement. Le programme est présenté comme offrant une opportunité unique d'obtenir une seconde nationalité tout en contribuant à la résilience climatique et au développement durable sur l'île. Ce nouveau programme propose, entre autres, un passeport, je cite, politiquement neutre, pour voyager avec un accès sans visa à 89 destinations stratégiques comme Hong Kong, l'Irlande, Singapour, les États arabes unis ou encore le Royaume-Uni, mais aussi la possibilité d'inclure sa famille dans le dossier de demande, qui est du reste exempté de limites de séjour sur place. En revanche, le programme vise à attirer des investisseurs qui contribueront, via le Fonds de trésorerie national, à des projets environnementaux, notamment d'adaptation au changement climatique, de développement d'infrastructures critiques, d'initiatives d'énergie renouvelable et de préservation de la biodiversité de l'île. C'est donc contre un investissement initial dont le montant minimum par demandeur est fixé à 105 000 $ américains que Nauru offre la possibilité d'obtenir la nationalité nauruane dans un temps record allant de 3 à 4 mois. Une expédition de la National Geographic Society a récemment découvert la plus grande colonie de coraux jamais documentée dans le monde. C'est une colonie qui se trouve à 13 mètres de profondeur sur le rivage de l'île de Malalao, dans le groupe des îles des Trois Sœurs, dans l'archipel des îles Salomon, en plein cœur de ce que les scientifiques surnomment le triangle du corail, une zone décrite par la National Geographic Society comme le centre mondial de la biodiversité marine. Le corail qui vient d'être découvert mesure 34 mètres de large sur 32 mètres de long pour 5,5 mètres de hauteur et une circonférence totale de 183 mètres, en faisant la plus grande colonie de corail au monde jamais documentée. C'est l'équipe Pristine Seas de la National Geographic Society qui a fait cette découverte, d'autant plus surprenante qu'elle a été faite par hasard, avant que l'équipe ne parte pour un autre lieu d'étude.
Le communiqué de presse de la société indique qu'à la surprise des plongeurs, le corail était en très bonne santé, et ce malgré les menaces diverses qui pèsent sur la population de corail dans le monde, avec en premier lieu le changement climatique et ses conséquences, telles que l'acidification des océans qui conduit au blanchiment des coraux, ou encore la surpêche et la pollution. Le communiqué de presse publié le 14 novembre précise que selon les estimations des scientifiques, le corail en question est composé de près d'1 milliard de polypes coralliens génétiquement identiques qui collaborent au sein de la colonie et agissent comme un seul et même organisme. Ce dernier est un type de corail appelé Pavonaclavus ou encore corail omoplate. L'équipe estime que le corail est vieux d'environ 300 ans et espère que cette découverte inspirera des projets de protection des habitats marins aux îles Salomon, où cette zone bénéficie d'une protection au niveau provincial, mais pas encore au niveau national. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.